m'abstiendrai de faire le moindre discours devant Bernard-Henri Lévy. J'appelle Béatrice Dahan qui va interroger Bernard-Henri Lévy. Je veux te remercier d'avoir choisi Toulouse. Tu fais très peu de villes en France et on est très heureux de t'accueillir ici à chaque fois. Je crois que la communauté de Toulouse et au-delà a répondu présent à ta venue. Je vous souhaite à tous une bonne conférence et on se reparle juste après l'intervention de Bernard-Henri Lévy. Béatrice. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'avoir une fois encore répondu nombreux à l'invitation massive du CRIF et du FHI. En clôture de cette réconfortante et nécessaire journée de soutien et de solidarité avec Israël, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Bernard-Henri Lévy à l'occasion de la sortie de son livre « Solitude d'Israël » paru chez Grasset. Bernard-Henri Lévy, il n'est nul besoin de vous présenter, mais vous le pensez bien, puisqu'on donne la parole, je vais tout de même évoquer brièvement votre parcours. Alors vous êtes né comme Israël, en 48. Forcément, ça crée des liens. Et comme vous êtes né à Bénissaf, vous appartenez à cette race humaine, un peu à part les Homo Beni Sapiens, de ceux qui se croyaient un peu crémeux que les autres, et qui finirent, comme tant d'autres, algésiques. Votre lieu de naissance sera à jamais votre engagement dans les pleines scènes de guerre. Dans votre enfance, il y a eu l'Algérie, mais il y a eu aussi Mascara, le Maroc de votre père. Et c'est peut-être à Mascara que vous avez commencé à vous montrer un peu sourcilleux, et vous avez commencé à ne pas pouvoir maquiller la réalité. Vous êtes agrégé de philosophie, écrivain, essayiste, éditeur, chroniqueur, cinéaste. Et vous voilà dans cette chemise que vous mouillez au gré de vos combats. Bernard-Henri Lévy, vous êtes allé partout, témoin des pires horreurs. Au Kosovo, en Bosnie, en Tchétchénie, en Bangladesh, en Afghanistan, à Gaza, en Irak, en Ukraine, en Israël, ou plutôt auprès d'Israël. Depuis des décennies, vent debout, le plus engagé des nouveaux philosophes, toujours droit, comme un lit, peut-être le lit d'Israël. Vous êtes aujourd'hui plus que jamais facile sur le pont Lévy et plus que jamais dans le juif du sujet. Nous sommes le 7 octobre 2024, 6 mois, jour pour jour, après ce terrible 7 octobre où tout a basculé. Après la sidération, l'effroi, la peine, les deuils, la colère, ce sont venus les affronts, les mensonges et ce qui ressemble à des attaques sans règle du peuple juif jusqu'à la remise en question de l'existence de l'État d'Israël. Parce que nous sommes le peuple du livre et que c'est aussi notre terre que nous défendons, nous n'avons plus jamais besoin de nous, d'être dans la pensée, dans la réflexion pour penser nos blessures. Votre livre « Solitude d'Israël » est indispensable parce que justement vous rendez les choses pensables en les reliant aux faits historiques, à l'humain et aux valeurs du judaïsme. Alors oui, BHL, vous êtes une véritable bénédiction quand même, je vais la faire. Baruch Hashem Lévy, puisque vous nous permettez ce soir d'être avec vous au plus près de votre combat, qui est aussi le nôtre, seul, mais ensemble. Vous êtes ce soir à Toulouse avec votre essai qui sera sans nul doute transformé, dans lequel vous tentez de répondre à toutes ces questions qui nous troublent. On va y venir. Bernard-Henri Lévy, parce que depuis toujours, vous clamez haut et fort l'amour d'Israël et de son peuple, et méditez brillamment sur son destin, j'aimerais vous accueillir avec un vibrant l'Échaïm à Lévy. Alors, on va revenir aux questions, à votre livre, à cette solitude que vous partagez un peu en miroir, on va dire, avec ce que vit Israël et le peuple juif. On va revenir au point d'ancrage de votre livre, là où tout commence, tout bascule, le 7 octobre 2023.
et parce que c'est une nécessité pour vous. Dès le 8 octobre, vous êtes en Israël, le 10, vous êtes dans les kibbutz du Sud, à Kfar Aza, que vous connaissez bien, avec lesquels vous avez depuis très longtemps créé des liens. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous quand vous décidez de partir pour Israël? Vous étiez-vous préparé à ce que vous y découvrez? Et puis nous dire, dans votre livre, vous parlez de la métaphysique du 7 octobre, peut-être nous dire pourquoi ce 7 octobre est si particulier, si singulier. Bon, merci d'abord. Merci de ces mots de bienvenue tellement adorables. Merci à toutes et tous d'être là, si nombreux en ce 184e jour d'attente, de chagrin, de colère, d'abattement et d'espoir qui nous saisissent tour à tour. Le 7 octobre, oui, comme je suis un juif moyennement observant, un très bon juif, mais moyennement observant, et en plus assez insomniaque, le 7 octobre au matin, très tôt, je découvre sur les alertes de mon téléphone l'horreur qui est en train de se produire et je comprends à peu près l'énormité de l'événement. Et ce qui se passe, c'est très simple, c'est que je décide à la minute même que ma place, et je m'apprête à faire quelque chose d'assez important ce matin-là d'ailleurs à Paris. Je m'apprête à montrer mon dernier film sur l'Ukraine à un Français immensément éminent, ce matin-là, ce samedi matin. Et je comprends que le monde vient de basculer sur son axe, que le destin d'un certain nombre de femmes et d'hommes, et le mien, vient sans doute de basculer aussi, et je décide que ma place est en Israël. Et je prends le premier avion possible. Ce jour-là, le 7, les grandes compagnies aériennes annulent leurs vols. Les quelques vols d'El Al sont pris d'assaut par les réservistes qui reviennent en toute hâte en Israël pour rejoindre leurs unités. J'ai le plus grand mal à trouver un moyen de transport et je me trouve en effet dans les heures qui suivent à Sderot, d'abord, où il y avait encore des combats. Et puis très vite, dès que c'est possible, dès le 10 en effet je crois, dès le 10 octobre, dans ces kibbutz de Be'eri et de Kfar Aza, qu'il se trouve que je connais bien. Puisque l'un comme l'autre, je les ai connus il y a bien longtemps, en 1967. J'étais à l'époque avec un homme qui est mort il n'y a pas très longtemps, un de mes vieux amis qui s'appelait Eli Bengal, un juif français, sauvé par un juste de Chambon-Polignon, qui fait son alia dans les années 60, qui escorte Sartre et Simone de Beauvoir en avril ou mai 67, et moi il m'accompagne en juin 67, au dernier jour de la guerre des 6 jours, en Israël et dans ses kibbutz. Je découvre Kfar Aza il y a donc 55 ans. Voilà. Et là, je suis dans ces lieux. Et vous avez raison, je ne suis pas né de la dernière pluie, tout à fait. J'ai couvert beaucoup de guerres dans ma vie. Je suis un philosophe, mais j'ai aussi été, je suis encore un honnête reporter de guerre, en tout cas. Et j'ai couvert beaucoup de conflits. J'ai vu beaucoup d'horreurs. J'ai couvert des génocides. J'ai couvert le génocide du Rwanda. J'ai couvert le génocide du Darfour. J'ai couvert des guerres atroces où j'ai été le témoin du pire de ce que l'homme peut faire à l'homme. Et donc, lorsque j'arrive à Kfar Aza, lorsque j'arrive à Be'eri, lorsque j'arrive sur les lieux
de la rêve partie, de la battue et du carnage qui a été perpétré là. Je m'attends au pire, je sais à quoi je m'attends, je sais que je vais recueillir des témoignages, que je vais voir encore des restes de corps qui vont me rappeler des images familières que j'ai déjà connues ailleurs. Néanmoins, le premier sentiment qui m'étreint dans ces heures-là, c'est que vient de se produire dans cette longue histoire des horreurs du XXe et du XXIe siècle, dans cette longue histoire des épreuves dont j'ai eu à connaître, je m'aperçois qu'il y a là quelque chose de très singulier, qui ne ressemble à rien. J'ai, je crois, quelques-uns des premiers récits. C'est le début de mon livre, hein, c'est le début de ce Politique d'Israël. Je recueille quelques-uns des premiers récits de survivants, de témoins des massacres, de combattants, d'hommes, de vieux généraux à la retraite qui ont été prévenus par un appel dans la matinée du 7, qui ont enfilé un vieil uniforme, qui sont allés chercher un fusil d'assaut auprès de leur unité antérieure, qui se sont rués au secours des survivants de Farza. J'ai recueilli tous ces témoignages-là. Et j'ai entendu, j'ai vu les vestiges d'eux, quelque chose que je n'avais jamais rencontré ailleurs. Je sais que le viol, par exemple, pour prendre un exemple, je sais que le viol est une arme de guerre dans l'histoire de l'humanité et dans les guerres modernes. Je l'ai appris lorsque j'étais un enfant au Bangladesh, j'avais 20 ans, 22 ans. J'ai vu des femmes victimes de violeurs pakistanais. J'ai vu le viol de guerre en Bosnie, quand je tournais un film sur le siège de Sarajevo et que je recueillais les témoignages de ces femmes musulmanes violées par des soudars serbes qui entendaient ainsi marquer au sceau de leur propre infamie le corps supplicié de leurs victimes. Et d'autres, je ne veux pas m'étendre, c'est pas. Mais ces viols-là, ces femmes, cette femme, ou cette autre, où il y en a nombreuses, violées par un homme, pendant qu'un deuxième homme lui découpait la poitrine. Cette autre femme, outragée par un homme, pendant qu'un autre l'égorge, ou pendant qu'un troisième l'exécute d'une balle dans la tête, et ainsi de suite. Ces récits-là, par exemple, ces viols-là, ces viols au carré, ces viols qui voient tous les outrages s'ajouter les uns aux autres, ces viols animés par une passion qui n'est que la passion de soi-même, la passion de son propre sadisme, de sa propre cruauté, ça, je ne l'ai vu ni au Rwanda, ni au Darfour, ni en Bosnie, ni au Pakistan oriental devenu le Bangladesh. Et donc là, je comprends le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, je comprends que quelque chose a fait irruption dans le monde, une sorte de mal absolu, pour parler la langue des philosophes, ou de mal radical, pour parler la langue des Lumières, d'Emmanuel Kant, puis de Hannah Arendt, qui, dans ma carrière, en tout cas de témoin engagé, est tout à fait nouveau. Voilà. Et à toutes celles et ceux qui me racontent ça, j'ai fait un serment. Je fais le serment à eux et à elles, et je fais le serment aussi aux familles d'otages, avec lesquelles je passe un peu de temps aussi dans ces jours-là, à Tel Aviv, à Netanya, ailleurs encore, à Beersheba,
à l'hôpital Soroka, où j'attends avec 2 familles des nouvelles d'un fils et d'un frère qui finalement ne reviendront pas. À tout cela, je fais un serment auprès de tous, je prends un engagement, c'est d'écrire ce livre d'Israël. C'est-à-dire de raconter ce qu'ils m'ont dit, d'en tirer les leçons philosophiques, d'essayer de comprendre d'où ça vient, où ça va. Bref, je m'engage à mettre en suspens toutes affaires cessantes, tout ce à quoi je m'occupais jusqu'à présent, dans les mois qui précédaient, et de consacrer le temps qui venait à écrire ce livre. Et voilà, c'est chose faite et il est là. Donc vous nous parlez très bien de cette nécessité, là, dans l'instant, d'être témoin, de raconter. Est-ce qu'il y a déjà, peut-être quelque part, l'idée que si on ne témoigne pas, l'histoire peut être transformée, changée, effacée? Effacée. Transformée, je sens en effet tout de suite une mécanique qui est en train de se mettre, une machine qui est en train de commencer de tourner comme un diesel à régime lent, mais dont je sens bien qu'elle va s'accélérer. D'abord, en effet, relativisation. Je commence d'entendre, et je sais qu'elles vont se multiplier, les voix qui disent oui, bien sûr, tout ça est affreux, mais le contexte, mais pas dans un vide, mais l'occupation de la Cisjordanie, mais ceci, mais cela. Je sais que cette logique du oui, mais, cette locution atroce, ce tour de rhétorique qui est vraiment a failli me rendre fou pendant le temps que j'écrivais ce livre, va se multiplier comme une lèpre. Ça, oui. Le oui, mais. Après, je sais qu'il y aura comment dites-vous, des transformations, des modifications. Des effacements. Effacements, j'y viens. Oui. Des modifications. Je sais je sais d'avance, pas comme ça bien sûr, mais je sais d'avance que 6 mois plus tard, il y aura un rapport de la Commission des droits de l'homme, du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui dira, je ne sais pas en ces termes, mais qui dira, oui, naturellement, il y a eu des violences sexuelles, oui, naturellement, il y a eu des femmes outragées, oui, mais on n'a pas de preuve que ce soit réellement les combattants du Hamas. Mais il n'est pas totalement exclu que d'autres se soient rendus coupables de ces abominations, et notamment, peut-être, qui sait, des soldats israéliens. Mais il n'est pas exclu non plus, comme l'a dit une des rapporteuses, quand je mettais la dernière main à l'écriture, à la correction de mes épreuves du livre, il n'est pas exclu qu'en dénonçant cela, l'on fasse le jeu de l'occupation israélienne et que l'on outrage les damnés de la terre. Donc je sais qu'il va y avoir tout ça. Mais surtout, je sens, et là vraiment je l'ai senti tout de suite. Vous savez, il y a une phrase, il y a une très belle formule d'un grand poète français que vous connaissez tous, Louis Aragon, qui parle de la gomme à effacer l'immondice humaine. La gomme à effacer l'immondice humaine, c'est-à-dire l'acharnement, peut mettre les hommes à effacer tout ce qui peut troubler le beau rêve cosmétique d'une humanité pacifiée, apaisée, qui effacerait de sa mémoire et qui effacerait de ses régimes de convivialité le mal, la souffrance, la négativité, la mort, etc. La gomme a effacé l'immondice humaine. Dans ces jours-là, en Israël, je vois la gomme. Je vois la gomme. Et je sais, lorsque je prends l'engagement auprès des familles d'otages que je rencontre grâce à mes camarades de Alinet, c'est eux qui m'ont beaucoup aidé dans ces jours-là, je sais que tout ça va être effacé. Tout ça va être invisibilisé. Je sais que pour la première fois dans l'histoire des prises d'otages, ceux-là, on ne verra pas leur visage tous les soirs au journal télévisé.
Je sais que très vite, pour reprendre un mot dont vous connaissez l'ignominie, je sais que le 7 octobre, on va peut-être s'en souvenir, mais comme un détail de l'histoire. Détail de l'histoire d'avant du conflit israélo-palestinien et détail de l'histoire d'après de ce qui va devenir la guerre de Gaza. Je sais que pour une grande partie des médias, pour une grande partie des commentateurs, pour une grande partie des forces politiques européennes, pour les Nations Unies, pour le Global South, pour les commissions de ONU Femmes, des Nations Unies et autres, toute cette abomination, tout ce déchaînement de barbarie, toute cette sauvagerie va devenir un point de détail de cette longue histoire. Et je sais que c'est pas possible. Je sais qu'on ne peut pas permettre cela, que ce négationnisme en temps réel, c'est un tel outrage, c'est un tel redoublement de l'outrage, et c'est une telle porte ouverte au retour encore de l'outrage qu'il faut tout faire pour l'empêcher. Et modestement, avec mes modestes moyens, d'homme qui a un peu de mémoire, qui connaît un peu l'histoire du peuple juif, qui connaît un peu l'histoire des barbaries contemporaines, je décide de dresser ma digue. Voilà. Et cette digue contre l'effacement, cette digue contre la néantisation de l'événement, cette digue contre la mécanique fatale qui va tendre à faire de cet événement majuscule un événement parmi d'autres, cette digue, c'est les 172 pages de ce livre que j'écris dans l'urgence, dans la fièvre et dans le sentiment d'une nécessité absolue, la nécessité du serment fait et la nécessité de la sauvegarde de quelques-unes des valeurs qui me sont plus chères. Alors, vous nous dites très bien finalement que la solitude d'Israël, elle est présente dès le début, elle est palpable. On a pu penser à une certaine empathie de certains peuples, de certaines nations. On a entendu notre président évoquer, il semble, une force internationale contre le terrorisme islamiste, et puis il n'a plus été question de grand-chose. L'empathie et la solidarité, elles durent 5 minutes. Pendant 5 minutes, là, l'empathie a été totale. Le partage de souffrance a été absolu. Je ne suis même pas sûr qu'on en ait demandé tant. Pendant 5 minutes, c'était extraordinaire. C'est vrai. Et ça a été extraordinaire d'ailleurs parce que c'est vrai que le choc a été total. Un événement de cette nature-là, ce que j'appelle dans le livre l'événement majuscule, puisque tous les événements ne sont pas des événements, il y a des événements qui sont des choses qui sont déjà produites 100 fois, qui vont se reproduire 100 fois, et qui sont des occurrences, qui sont des répétitions, mais un événement, quelque chose qui s'est jamais produit, quelque chose qui ne se reproduira pas, quelque chose qui n'est pas inscrit dans les tables de l'histoire universelle, quelque chose qui n'est pas calculable, quelque chose que même si on sait d'avance, on ne peut pas y croire, quelque chose qui est tel que même comme la Shoah pour Raymond Aron en 1942 ou 1943 à Londres, même quand on a les informations, c'est tellement énorme qu'on ne peut pas l'imaginer et que par conséquent, comme Roosevelt, quand il reçoit Yann Karski, il dit je dis pas que je ne vous crois pas, mais je ne peux pas l'imaginer. Un événement comme ça, il n'y en a pas. Il y en a 3 par siècle, quelques-uns par siècle. Donc, ça c'est tout de même la règle. Les humains ne sont pas des animaux, et quand un événement de ce calibre-là, un événement imprévisible, un événement incalculable, un événement inimaginable se produit, l'humanité est frappée de sidération. Donc il y a eu ça. Et puis, à la 6e minute, la gomme à effacer l'humanité humaine a commencé à travailler.
Et ça a commencé, comme dit le Premier ministre, le poisson pourri par la tête, comme il l'a dit sur un autre thème récemment, ça a commencé au sommet des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies, leur patron, M. Gutiérrez, la première réaction qui est sortie de ses lèvres a consisté à condamner, première chose, la suffocante occupation israélienne. De quoi? De Gaza. On a mal entendu, il n'y avait plus un soldat de Tsahal, ni un juif, ni une synagogue, ni une maison juive depuis 2005. Occupation israélienne de la Cisjordanie, quel rapport? Dans quelle mesure les salopards du Hamas ont-ils le moindre souci du sort de leurs soi-disant frères de Cisjordanie? Tout ça, évidemment, est une vaste blague, mais ça a été la première réaction du patron de la Nations Unies. Et ainsi de suite. Donc, bien sûr, le deuxième événement, premier événement, c'est ce que je viens de vous décrire là, l'incalculable et l'inimaginable, et le deuxième événement, ça a été cette forclusion méthodique, cette façon dont les puissants de ce monde, mais souvent aussi les humbles de ce monde, et au fond tous les enfants du monde, se sont donné la main pendant les quelques semaines qui ont suivi pour faire en sorte que cet événement soit arasé. Et résultat des courses, oui, solitude d'Israël, parce que j'ai appelé ce livre comme ça, au fond, pourquoi? Je l'ai appelé ainsi pour la raison suivante. Même si le 7 octobre est un événement majuscule et incalculable, il y avait quand même des traits communs avec deux événements précédents, en tout cas le Hamas. Le Hamas est un peu la troisième étape d'une histoire dont la première était Al-Qaïda, dont la deuxième était Daesh et dont il est la troisième. Bon. Même si le 7 octobre comme tel est quelque chose de totalement inédit, il y a une histoire de l'islamisme radical et assassin qui commence d'ailleurs avant avec l'Iran. Enfin, disons les trois grandes étapes, Al-Qaïda, Daesh, Hamas. Les hasards, ou peut-être pas tout à fait les hasards de ma vie, font que j'ai été mêlé d'assez près aux trois. Quand il y a eu naissance d'Al-Qaïda, attentat contre les tours jumelles de New York, coalition internationale pour aller chercher Ben Laden dans les montagnes de Bora Bora et pour aller déloger les talibans de Kaboul et de Kunduz et de Jalalabad. J'étais là, il se trouvait que j'étais l'envoyé spécial de mon président, du président de la République française, Jacques Chirac, et du Premier ministre Lionel Jospin, m'envoyant en mission pour des tas de raisons complexes liées à un rendez-vous manqué avec le commandant Massoud. Bref, je suis à Kaboul dans cette période-là, en ma capacité d'intellectuel libre, mais aussi d'envoyé spécial du président. J'en ai d'ailleurs rapporté un rapport qui a été publié à la documentation française en 2002. Donc j'ai vécu le moment Al-Qaïda. Après, moment Daesh, quand Daesh, deuxième étape, fait ce califat énorme, grand comme plusieurs départements français, à Raqqa, à Mossoul, je vois ça de près aussi. Il se trouve, certains d'entre vous le savent, que j'ai tourné un film qui s'appelle La bataille de Mossoul. Donc j'ai tourné un documentaire. J'étais entre novembre 2015 et janvier 2016 sur le terrain, avec les forces kurdes, puis avec les forces irakiennes de la division d'Or, et j'ai filmé avec une caméra et avec mon téléphone portable un documentaire qui est disponible sur la plateforme d'Arte, sûrement encore. Donc j'ai vécu au jour le jour la lutte contre Daesh. Et puis là, donc, je suis en Israël pour, quand commence à se penser et s'engager, la lutte contre la Hamas. Et il y a une chose qui me frappe. Pardon d'être long, mais c'est important. Quand il s'est agi d'aller taper Al-Qaïda, d'aller
briser ces structures de commandement, mais coalition, c'était formidable. Il n'y avait pas que la France. La France était d'ailleurs le tout petit élément. Coalition internationale puissante, nombreuse. Américains, pays arabes, avions émiratis, forces spéciales britanniques. Enfin, j'étais à l'ambassade de France à l'époque, privé d'ambassadeurs, j'occupais des locaux, et je me rappelle cette coalition, après, lorsque à la libération de Kaboul, coalition immense. Et puis, opinion publique mondiale, derrière cette coalition, personne ne demande de cesser le feu, personne ne demande de trêve des combats, personne ne dit qu'il faut se mettre d'accord avec Ben Laden, personne. Et vraiment, je vous assure, hein, pour moi, c'est comme si c'était hier, des souvenirs comme ça, on les oublie pas. Daesh, je passe 3 mois sur le terrain et je vois les avions français, les bombardiers américains, les forces spéciales irakiennes, avec lesquelles je suis embedded, incorporé, les Kurdes, pareil, coalition légitime. Je ne me plains pas, hein, c'était évident qu'il fallait ça. Face à ce danger mondial qu'était Daesh, face à ces attentats considérables, horribles, Bataclan, Charlie Hebdo, Hypercacher, et ainsi de suite, coalition nombreuse et puissante. Et on a eu raison, là encore, il y a eu des horreurs, comme dans toutes les guerres, des victimes civiles en très grand nombre. La ville de Mossoul, c'est pas Gaza City. Mossoul, c'est Ninive. C'est l'une des plus vieilles villes de l'humanité. C'est un trésor absolu, Mossoul. C'est la ville du prophète Jonas. Vous savez tout ça. Mossoul réduit en cendres. J'ai le centre de Mossoul, le cœur battant, un des cœurs battants de l'humanité, réduit à un tas de ruines horribles. Bon. Personne à l'époque, très peu en tout cas, ne trouve à y dire. Et en tout cas, personne n'est seul. Tous ensemble. Là, 3e étape, le Hamas. Je pense que c'est encore plus grave et encore plus difficile, le Hamas, que les 2 précédentes étapes, pour une raison très simple, et que j'explique en détail dans le livre. Enfin, c'est pas sorcier, vous le savez déjà. Le Hamas, c'est encore plus difficile parce que Al-Qaïda, au fond, c'était des réprouvés planétaires. Personne, en 2001, n'osait dire vive Al-Qaïda. Enfin, à part quelques barjots, très peu. Il n'y avait pas de pays derrière Al-Qaïda. Il y avait des pays en sous-main qui finançaient. Mais enfin, ils disaient qu'ils ne le faisaient pas, ils le faisaient en cachette, ça passait, etc. Bon. Et puis très vite, ils ont montré patte blanche. Je pense à l'Arabie Saoudite. Daesh, pareil. Ils avaient un califat à 2 têtes. Personne au monde ne soutenait le califat de Daesh, qui traitait les femmes comme des esclaves sexuels, qui précipitait les homosexuels devant des immeubles, et ainsi de suite. Le Hamas, c'est beaucoup plus grave, parce que là, pour la première fois dans cette histoire courte, sur 20 ans, on a une organisation terroriste combattante, une armée de terroristes, qui, elle, est officiellement soutenue par quelques-uns des plus grands États au monde. Honnêtement, officiellement soutenue par l'Iran, qui considère que ce n'est pas des terroristes mais que c'est des combattants, officiellement soutenue par le Qatar, ou alors j'ai rien compris, mais qui héberge jusqu'à aujourd'hui, dans des demeures tout à fait luxueuses, grand bien à leur face, les chefs du Hamas, officiellement soutenu par la Turquie, de M. Erdogan. C'est pas un soutien en sous-main, ils n'envoient pas des bitcoins par le dark web. Erdogan, le 9 octobre, et toutes les dates, tous les faits sont listés dans le livre, il manque pas un bouton de guêtre, hein, je vous précise. Erdogan, le 8 ou le 9, j'ai oublié, il fait un discours sur le grand aéroport d'Ankara, avec le kéfier, et un discours enflammé,
nous sommes tous des Palestiniens, le Hamas sont des héros, ils portent la cause musulmane, et ils doivent être défendus. Et d'ailleurs, moi, Erdogan, je tiens à la disposition de la Cour de justice internationale, dont je ne doute pas une seconde qu'elle va bientôt se réunir et inculper Israël pour crimes contre l'humanité et génocide, je tiens à la disposition de la Cour des preuves. Erdogan, Iran, Qatar et quelques autres États non engagés dans les accords Abraham. Turquie néo-ottomane, c'est pas rien. Quatrièmement, le Hamas, le quatrième acteur, qui est la Russie. Je donne les dates où les chefs du Hamas, avant le 7 octobre, ont été reçus avec les honneurs à Moscou. Je donne les dates où, en présence d'officiels russes, des réunions de préparation du 7 octobre, des réunions de planification, de répétition, se sont tenues à Beyrouth avec des gardiens de la révolution iraniens et des Russes. Et puis, le Hamas, quelques semaines après le 7 octobre, est de nouveau reçu à Moscou, à un très haut niveau, par le ministre des Affaires étrangères lui-même, tapis rouge, félicitations et déclaration de Poutine disant qu'il s'agit d'étudier maintenant les moyens de renforcer la coopération bilatérale avec le Hamas. Et puis la Chine, en arrière-fond, pour des raisons que je détaille dans le livre aussi. Bref, cette étape-là, l'étape numéro 3, Al-Qaïda, Daesh, Hamas, c'est probablement l'étape où l'international djihadiste, où le syndicat du crime de l'islam politique est le plus fort, et le moins honteux, et soutenu par tout un tas d'États, sans parler d'une grande partie des États du sud global, bref, la moitié de la planète. Et donc, c'est là, alors que, étape numéro 1, Al-Qaïda réprouvé, coalition. Étape numéro 2, Daesh inavouable, coalition. Étape numéro 3, Hamas soutenu par la moitié de la planète, personne. Un minuscule État, large comme Toulouse à Montpellier, dans le sens de la largeur, ou peut-être encore plus petit d'ailleurs, je n'ai peut-être pas un bon sens de la géographie, et là il n'y a personne, il y a juste Israël. Juste Israël. Et non seulement il y a juste Israël, mais tout de suite, et aujourd'hui, depuis que le livre est terminé, hélas, de manière insistante et qui confirme mes pires prémonitions, les alliés, qui n'ont pas voulu faire coalition, qui n'ont pas, etc., mais enfin quand même, disent, attendez, on va arrêter les livraisons d'armes, on écrit des lettres au Premier ministre britannique pour dire que les armes offensives, et même les armes défensives, on va arrêter les livraisons, et ainsi de suite. Donc cette solitude-là, je ne sais pas, il me semble que pour nos enfants et nos petits-enfants, ça sera un cas d'école, ce sera une situation assez unique dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la barbarie. Il faudrait bien que vous réfléchissiez à la configuration que je viens de vous décrire là. C'est pas le sujet du livre, enfin c'est un des points, tout de même. Voilà. On est au sommet de l'horreur, et c'est à ce sommet que la communauté internationale réagit par le minimum de soutien, et où seul en première ligne se trouve un Israël réprouvé, attaqué, diffamé, renversement des rôles, renversement de la charge du crime, et ainsi de suite. Donc, solitude d'Israël. Et honnêtement, je vous assure que j'ai beaucoup hésité à titrer ce livre ainsi. J'ai beaucoup hésité, parce que, et ça s'est décidé il y a dans le métier d'édition, il y a les épreuves. Il y a 3 semaines, en un mois, je pouvais encore changer de titre. Et je me suis dit, c'est un titre triste. C'est un titre qui d'abord, moi, va m'abattre. Et puis, finalement, il s'est imposé. Je crois vraiment que jamais Israël n'a été si seul qu'aujourd'hui. Quoi qu'on dise, j'ai vu le sondage dans le Tribune dimanche aujourd'hui, la majorité silencieuse et tout ça. Mais malheureusement, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est Biden. Ce qui compte, c'est les Nations Unies. Ce qui compte, c'est Lula au Brésil, et ainsi de suite. Et ce qui compte, c'est les 5 groupes que je vous ai décrits, les 5 puissances les plus offensives contre la démocratie aujourd'hui, la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie, les pays arabes sunnites islamistes. Et ceux-là, ils sont rangés en bataillons bien formés, face à un Israël
minuscule, comme le point du Maharal. Il y a un très beau texte du Maharal de Prague que je commande dans le livre, où Maharal dit que contrairement aux nations qui sont des étendues, et des étendues grandes, Israël est un point, mais un point d'une extraordinaire luminosité et effervescence. Nous en sommes là. Il y a ces étendues impériales, et puis ce point d'Israël qui ratifie les plus sombres et les plus belles prophéties du Maharal de Prague. Alors si on dézoome un petit peu sur ce point d'Israël et qu'on arrive en Europe, on arrive en France, après le 7 octobre, il y a une espèce de déferlante, on va dire, d'antisémitisme. Alors on peut se demander, en fait, qu'est-ce qui a lâché, qu'est-ce qui se passe. Vous dites dans votre livre que le 7 octobre marque l'alignement pour le pire d'Israël sur la diaspora. C'est-à-dire que le 7 octobre, c'est ça, bien sûr, c'est le fait que, enfin, en tout cas pour un homme de ma génération, mais je crois aussi pour les plus jeunes d'entre vous, il y avait cette idée que les Juifs pouvaient être menacés en diaspora, en particulier en France. Ils pouvaient tenir bon, ils pouvaient se battre, résister, avec d'autant plus de fierté et de fermeté qu'ils avaient dans un coin de leur tête l'idée qu'il y avait Israël. Par rapport à la génération de mon père, par exemple, qui a été un grand Français libre et un grand brigadiste international pendant la guerre d'Espagne, cette génération-là, elle savait que les Juifs étaient le dos au mur, qu'il n'y avait pas de plan B, que s'ils étaient exterminés en Europe, voilà, il y avait des navires fantômes qui allaient aller de Hambourg à machin. Bien. Pour ma génération, en effet j'ai l'âge d'Israël, j'ai toujours eu l'idée, et tous mes camarades, et tous les gens, même les plus pro-israéliens, les plus indifférents à Israël, les juifs d'affirmation, les juifs de négation, les juifs indifférents, les juifs qui ne savent pas qu'ils sont juifs, les juifs qui haïssent le fait d'être juifs, toutes les catégories de juifs, il y a toujours eu dans un petit coin de la tête une petite lumière qui dit, si ça tourne vraiment mal en France, il y a Israël. Et Israël, c'est sauf. Bien. Et le mot de Théodore Adorno, plus jamais ça, il a une sorte de garantie à la Lloyds de l'histoire, la garantie de l'assurance, hein, c'est Israël. Le 7 octobre, ça a été un traumatisme parce que d'un seul coup, la Lloyds a fait faillite. Et même les réassurances ont fait faillite. Swiss Re a fait faillite aussi. Il y a eu brusquement cette impression que le 7 octobre, quand on l'a vécu, on dit presque en direct, enfin, presque à 2 jours près, c'est un massacre, c'est un pogrom, mais c'est une invasion. C'est-à-dire que les terroristes, qui étaient un peu plus que des terroristes, c'était vraiment une armée qui sont entrés en Israël, ils n'avaient pas l'intention de s'arrêter à Kfar-Aza. Dans leur tête de malades mentaux, mais aussi de malades mentaux qui avaient préparé leur coup pendant ce qu'on sait maintenant depuis 2 ans, il y avait l'idée d'aller jusqu'à Beersheba, il y avait l'idée d'aller jusqu'à Jérusalem, il y avait l'idée que c'était une invasion d'Israël. Hein. Bon, les forces de sécurité se sont réveillées, enfin, c'était une invasion. Donc, ce jour-là, ça a été ce choc qui a consisté à se rendre compte que la garantie n'en était pas une, que le sanctuaire pouvait être violé, que voilà, le 3e temple pouvait être mis à sac. Et ça, c'est un sentiment très fort en Israël. L'une des choses que j'ai le plus entendues chez les amis israéliens, les survivants de Kfar-Aza, de Be'eri, l'une des choses que j'ai le plus souvent entendues, et sans qu'ils se concertent, c'était cette chose qu'on appelle dans les livres un peu bébêtes parfois, le sentiment, la sensation de la mort imminente, near death experience, quand on va au bout du tunnel. Beaucoup d'Israéliens ont dit ça. On a eu un sentiment de mort imminente. On était en train de mourir,
on était en train d'arriver au bout du tunnel, etc. Donc ça, c'est un choc immense et qu'on ne mesure pas. C'est pas. J'étais en Israël en 91, au moment de la guerre des Scuds, quand on avait tous des masques à gaz, parce que Saddam Hussein envoyait des Scuds sur Tel Aviv et sur Haïfa, et qu'on craignait qu'il y eût du gaz dans les Scuds. Et où d'ailleurs, tout ça est à méditer, où d'ailleurs Israël fut empêché de riposter par James Baker et George Bush père. Bon, donc déjà là, il y a eu ce sentiment de viol. Je me rappelle des conversations avec Shamir, qui était mon ami, que j'ai beaucoup vu avant, après et dans ces jours-là. Mais là, cette invasion-là, on l'a jamais. Mais du coup, en diaspora, chez les gens, les juifs d'affirmation, de négation, qui avaient le sentiment qu'il y avait toujours une solution, quelque chose s'est effondré, je crois. Quelque chose, en tout cas, s'est entamé. Et quelque chose s'est même retourné. Alors, ça fait un moment que les juifs de diaspora sont un peu comme dans les familles où les fils, brusquement, deviennent, alors que leurs parents prenaient soin d'eux, ils se mettent à prendre soin des parents. Hein. Ça fait un moment qu'on prenait soin d'Israël et qu'on savait que cet Israël protecteur avait besoin d'être protégé. Enfin là, plus que jamais. Donc ça, c'est un choc pour la conscience juive tout à fait considérable. C'est un défi qui nous incombe de relever, bien sûr. C'est la raison pour laquelle, en tout cas pour ce qui me concerne, vous savez, moi je suis un humaniste, je suis un militant des droits de l'homme, j'ai passé ma vie à dire et à théoriser qu'une vie est une vie, qu'un mort civil c'est atroce, qu'un enfant mort c'est horrible. Donc vous imaginez bien qu'il a pu m'arriver depuis 6 mois, 5 mois, d'être extrêmement ému par des images qui me viennent qui nous arrivent de Gaza et qui parfois m'arrivent à moi d'ailleurs. Il m'est arrivé d'être extrêmement troublé, mais je n'ai jamais vacillé. Et je pense qu'il ne faut pas vaciller, parce que je crois vraiment qu'Israël aujourd'hui est menacé dans son... Et je ne dis pas ça à la légère, je vous assure. Je connais Israël depuis 57 ans, mais Israël est menacé dans son existence même. Et je crois qu'il faut, vaille que vaille, se tenir à ses côtés. D'autant qu'en plus, mais ça on en parlera peut-être, d'autant qu'en plus, je pense qu'Israël mène cette guerre d'une façon, mais on y reviendra après, d'une façon tout à fait aussi convenable qu'il est possible de le faire dans cette horreur qui est toujours une guerre par définition. Voilà. Donc, je crois qu'il faut se tenir droit à ses côtés et faire que cet Israël solitaire, il soit un peu renforcé par la chaleur modeste de nos présences et de notre soutien. Voilà. Alors on va peut-être vous laisser un peu la parole aussi, de questions, si vous êtes d'accord. Voilà. Qui veut poser la première question à Madame Henri Lévy? Dans la description que tu fais, je retrouve un peu les traces du livre précédent que tu as écrit sur l'Empire et les 5 mois. Et pour essayer d'expliquer pourquoi les nations occidentales qui furent à l'unisson contre Daesh et contre l'État islamique, etc., si cette fois-ci elles ont témoigné d'une forme de faiblesse ou de fracture, de division, est-ce que tout ça n'est pas lié aussi aux opinions publiques? Est-ce que c'est pas lié aussi aux populations arabo-musulmanes que l'on craint de plus en plus dans ce qu'on appelle vulgairement et grossièrement la rue arabe, qui n'est pas si massive en France alors qu'elle a manifesté une très forte mobilisation, notamment en Grande-Bretagne? Nous dire quelques mots sur ces nations occidentales, sur les raisons qui les poussent finalement à être en retrait aujourd'hui,
est-ce que ça augure demain, quand on voit que ce sont des populations très jeunes et qu'on voit aussi, et je vais t'amener aussi à parler de ça, que des formations politiques à l'intérieur même de notre pays sont tentées par la séduction de ces populations. Est-ce qu'il n'y a pas là, y compris chez notre président de la République, une crainte à un moment donné dans la condamnation de ce qui s'est passé le 7 octobre et ensuite quelques revirements ou quelques nuances? Est-ce qu'il n'y a pas là le début d'une explication d'un Occident qui cède aux forces des frères musulmans et à ces 5 croix que tu as évoquées dans ton livre précédent? D'abord, la crainte de la rue arabe ou arabo-musulmane, c'est vide. Moi, je trouve au contraire que la vraie rue arabo-musulmane, c'est dans les pays arabo-musulmans. La rue, pour l'instant, c'est plutôt assez bien tenu. Pour ce qui est des Arabes, je regarde le Maroc, par exemple, qui est un pays où l'expression est libre, où les manifestations sont libres. C'est un pays que je connais bien, que j'aime. Il n'y a pas eu il y a une vraie lucidité quant à la nature réelle du Hamas, la réalité des alliances qui le rendent possible, la marionnettisation par l'Iran, et ainsi de suite. La rue arabe, elle est assez raisonnable. Dans les pays signataires des accords Abraham, en général, il y a eu peut-être des manifestations, mais enfin, que je sache, pas qui fussent de nature à renverser les choses et à contraindre les signataires à revenir sur leur engagement. Donc, je ne crois pas. Et quant à la France et quant aux États-Unis, si l'on écoutait ceux qui disent il y a une 5e colonne en France qui est une certaine communauté, etc., on aurait eu, je ne sais pas, un embrasement des quartiers. On ne l'a pas eu. Moi, j'ai vu Paris embrasé, mais à l'époque des Gilets jaunes. J'ai vu Paris embrasé à l'époque de la réforme de la protestation contre la réforme des retraites. Honnêtement, il disait des journaux comme moi, il n'y a pas eu l'ombre de l'équivalent de ça à Paris depuis le déclenchement de cette guerre par le Hamas. Donc, je ne crois pas que ce phénomène-là est enjoué. Il y a 2 choses qui ont joué dans cette façon de s'incliner devant ce que j'ai appelé dans un livre précédent les 5 croix. Parce que ce n'est pas une question d'arabe. Encore une fois, le Hamas, je vous répète, c'est aussi Poutine et c'est aussi la Chine. Et c'est aussi l'Afrique du Sud. C'est aussi l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a été à la manœuvre tout de suite pour instruire ce procès grotesque pour génocide. Et je raconte dans le livre exactement comment ça s'est passé. Pourquoi l'Afrique du Sud de Mandela s'est trouvée embarquée dans cette mauvaise croisade. Ça n'a pas de rapport avec la rue arabe ou avec l'islam. Donc c'est la Russie, j'explique comment ça fait partie, c'est bizarre mais c'est comme ça, c'est le monde nouveau dans lequel nous sommes entrés. Il y a une alliance historique, une alliance métaphysique entre l'orthodoxie messianique dont Poutine feint de se réclamer et l'islamisme radical en Russie. Alors ça lui revient à la gueule avec l'attentat de Moscou, c'est possible, mais a été scellé autour de l'Iran, sur le théâtre syrien, avec quelques acteurs comme le leader tchétchène Kadyrov, dont j'ai vu les soldats en Ukraine crier Allah Akbar lorsqu'ils reprenaient une position aux Ukrainiens, a été scellée une grande alliance entre l'islamisme radical et l'orthodoxie pan-russe. Donc on est là dans une configuration géopolitique, en effet, dont j'avais esquissé la description dans un livre précédent, dont je vois que mon ami Franck Toctou a un beau souvenir, ce qui me fait grand plaisir. Et, oui, voilà. Et qu'en effet, je redéveloppe et je redétaille dans ce livre-là. Mais c'est pas si simple que telle ou telle communauté, à laquelle, par ailleurs, je crois, on ferait injure
en faisant comme si on imaginait qu'elle était tout entière enthousiasmée par les horreurs qui sont passées cet automne. C'est pas vrai. Bien. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé deux choses. D'abord, pour ceux des femmes et des hommes politiques auxquels tu fais allusion, on peut les nommer, on n'est pas... Hein, bon, tu parles de la France insoumise. Okay. La France insoumise, je connais la théorie. La France insoumise, en vertu d'un calcul machiavélien, adopterait des positions que nous savons pour draguer les voix des quartiers. Je trouve que quand on dit ça, on fait insulte d'abord à la mémoire de Machiavel, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, et ensuite on est beaucoup trop indulgent pour Madame Panot, pour Monsieur Mélenchon, pour Monsieur Guiraud, je me scrupule à prononcer son nom en ces lieux. Je crois que c'est pas du tout ça. C'est pas un calcul électoral. Je crois que pour certains d'entre eux, ils sont vraiment ventriloqués par la vieille parole antisémite française. Vous savez, quand Mélenchon dit de la présidente de l'Assemblée nationale qui fait un voyage de solidarité, dans les 5 minutes dont je parlais tout à l'heure, les 5 minutes de compassion mondiale, elle fait un voyage en Israël pour exprimer sa sororité, sa fraternité. Quand Mélenchon dit Madame Braun-Pivet n'est plus la représentante de l'incarnation de la représentation nationale quand elle va camper à Tel Aviv, pour quelqu'un qui a un peu d'oreille, qui connaît un peu l'histoire de l'antisémitisme français, qui a un peu lu Barès, Drummond, le marquis de Morès et quelques autres, le pauvre Charles Mélenchon, qui est beaucoup moins cultivé qu'on le croit, qui est un sorte de tartarin de Tarascon, le dernier de la classe, un homme qui ne s'est jamais remis d'avoir été désaimé par François Mitterrand, d'avoir été surclassé par tous ses camarades, et qui tente une espèce de revanche tardive. Cet homme-là, il est dibouquisé. C'est parce que c'est qu'un dibouquisé par des fantômes de machin, de Léon, etc. Première chose. Donc c'est pas un Machiavel, c'est pas un calcul malin, puis en plus stupide, parce que ça ne marchera pas. C'est vraiment une résurgence. Les langues politiques, ça existe. L'inconscient des idéologies, ça existe. C'est une force terrible, ça. Il faut être très, très cultivé. Et il faut être très analysé pour sentir que vous êtes traversé par une langue politique que vous pensiez oublier. Mais en général, quand vous êtes un peu analphabète, moins cultivé en tout cas que qu'on ne croit comme Mélenchon, vous en rendez pas compte. Or, c'est la première chose. Et la deuxième chose, mon cher Franck, c'est qu'il y a les démocraties, elles ont une grandeur qui est aussi leur faiblesse. Leur grandeur, c'est qu'elles n'aiment pas la guerre, elles n'aiment pas l'affrontement, elles n'aiment pas le choc, elles n'aiment pas ça. Elles aiment le compromis. Elles essaient que ça s'arrange, et ça a une noblesse, ça bien sûr. Mais quand on a affaire à forte partie, quand on a affaire à des puissances aussi déterminées que celles que j'ai nommées, les néo-impérialistes chinois qui veulent la peau de l'Amérique, les néo-impérialistes iraniens qui veulent renouer avec la grandeur perse, avec le néo-impérialisme russe qui se sert de tout ce qu'il peut pour casser l'Union européenne et en tout cas la déstabiliser, avec les néo-ottomans turcs qui sont adossés à toute une tradition néo-hittite, des tas de courants de pensée. C'est pas juste la mégalomanie d'Erdogan, c'est une énorme grappe de discours. Et quand on a affaire à la volonté de reconstituer l'oumma radicale qui anime les talibans, une partie du Qatar et quelques autres, quand on a affaire à tout ça, l'esprit de compromis, qui est une belle chose, qui est une chose civilisée, ça s'appelle l'esprit munichois. L'esprit munichois. Et là, aujourd'hui, moi ce que je crois, c'est que nous sommes confrontés à une vague sans précédent de munichisme. Et elle est sans précédent pour plusieurs raisons. Un,
parce qu'on n'a jamais été aussi autruche qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, la preuve de l'autruchisme, c'est pareil, c'est quand les gens parlent sans entendre ce qu'ils disent. Quand les gens disent « on ne va pas mourir pour le Donbass, en Ukraine », et ils pourraient dire « on ne va pas mourir pour Netanyahou ou pour Benny Gantz », qui ne se rendent pas compte à quel point ils parlent exactement comme ceux qui se couchaient devant Hitler en 1938 en disant « on ne va pas mourir pour Danzig ». Donc on est dans la première raison pour laquelle le muniquisme aujourd'hui est plus redoutable. Et deuxième raison, c'est que le muniquisme, dans les années 30, il était limité à l'Europe, et aujourd'hui on a un muniquisme américain, avec et à droite et à gauche ce phénomène terrible. À droite, c'est le retrait de la scène mondiale, l'oubli de la vocation universaliste de la Shining City upon the Hill de l'Amérique, ça c'est le côté Trump, et du côté gauche, c'est les woke, la soi-disant gauche du Parti démocrate, qui elle aussi est prête à laisser crever jusqu'aux dernières les femmes afghanes martyrisées, qui est prête à laisser mourir jusqu'aux dernières les femmes révolutionnaires iraniennes, qui est prête à laisser Israël voir déferler tous les partisans d'un État palestinien de la mer au Jourdain, qui ne veut pas avoir affaire à rien de tout ça au nom du refus de l'appropriation culturelle et au nom de l'idée que le nouveau culte, c'est le culte pour chacun de sa bulle et de son safe space. Donc aux États-Unis, la concordance du Make America Great Again et du wokisme crée ce phénomène nouveau, très 21e siècle, qui est le muniquisme américain. On aurait dit ça à Roosevelt et à Truman, ils auraient dit, attendez, vous déconnez, ou même au président Wilson, l'inventeur de la SDN. C'était impensable. Et nous sommes dans ce moment-là. Donc, la vraie raison, ce à quoi le petit Israël, ce petit État, qui a été enfin donné après des millénaires de persécution au plus vieux peuple persécuté du monde, comme nous l'entendions avant que je n'entre dans cette salle. Ce à quoi ce petit Israël a à faire face, tout seul, avec des moyens extraordinairement limités, dans un climat mondial de réprobation générale, c'est en effet cette situation de menace, de réveil des empires et de muniquisme des opinions sans précédent depuis les années 30. Et Israël est en première ligne et dans un état de solitude qui, en effet, moi, me glace les sangs. Voilà, me glace les sangs. Et c'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que je suis ici ce soir, non pas pour vous convaincre, vous l'êtes, j'espère, je suis sûr, mais pour que vous m'aidiez au-delà de ce lieu, pour que vous m'aidiez à en convaincre vos entourages professionnels, amicaux, et ainsi de suite. Voilà, je crois vraiment qu'il y a le feu à la maison d'Israël, c'est-à-dire il y a le feu à la maison de l'homme, à la maison d'Abraham qui se tenait sur la rive du fleuve, tandis que les autres nations, insouciantes, se tenaient sur l'autre rive sans savoir de quelle catastrophe les orages de l'histoire les menaçaient. Israël, Abraham et Israël sont seuls sur cette rive-là du fleuve aujourd'hui. Nous y sommes. Vous venez de parler du muniquisme politique, on va parler du muniquisme médiatique. Alors, je ne parlerai pas de ce qui ne vous a pas vraiment surpris, je ne parlerai pas du Monde, je ne parlerai pas de Libération, de Mediapart, même de France Inter, mais je prendrai l'exemple emblématique d'une émission à laquelle vous avez participé il y a une semaine et qui nous a vraiment tous interloqués de par le comportement notamment de Natacha Polony, donc que j'ai toujours personnellement considérée comme étant une journaliste plutôt rigoureuse, plutôt pondérée. Et on a vu cette journaliste face à vous endosser
finalement la vie de la parfaite militante, nous desservant un blabla mais absolument insensé, multipliant les erreurs, les approximations sur le plan du droit international, sur le plan de la géographie. Enfin, osez dire, comme il faut le faire, que Gaza est une enclave. Elle a une frontière maritime, elle a une frontière avec Israël, elle a une longue frontière avec l'Égypte. Parler d'enclave, il faut le faire, et d'histoire. Grandes approximations sur l'histoire. Alors, ma question, sans nous attacher à la personne même, bien sûr, de Natacha Polony, c'est au-delà, que nous dit ce naufrage déontologique et médiatique? Ce que ça nous dit, c'est que les gens savent rien, quoi. C'est qu'il y a, nous avons deux ennemis, c'est la méchanceté et l'ignorance, et l'ignorance aussi. C'est la raison pour laquelle ce livre, c'est pas seulement un livre de colère et de chagrin, c'est aussi un livre d'histoire. Dans toute la dernière partie, je ne sais pas si vous l'avez lu déjà, dans toute la dernière partie du livre, voilà, j'essaie de déconstruire un à un les grands clichés de la propagande anti-sioniste. Israël État colonial, Israël a volé une terre qui ne lui appartenait pas, Israël apartheid, Israël traitant en citoyens de seconde zone ses concitoyens arabes. J'essaie un par un de démonter ces arguments-là et j'essaie de donner des munitions à qui en aurait besoin pour voilà. Alors après, quand on se retrouve dans un tractard pareil, c'est vrai qu'on a beau avoir les munitions. Dans l'épisode que vous citez, j'étais moi-même sidéré. En plus, il y a eu tout le montage derrière. J'étais moi-même un peu pris de court. Et même quand on est bien muni, ce que je suis, c'est vrai qu'on n'est qu'il y a trois. Voilà. Mais ça, c'est propre d'un club. Voilà. Mais il faut savoir, il faut de la mémoire, et il faut essayer, quand on peut, de rafraîchir la mémoire de nos contemporains. Vous avez raison sur Gaza. L'un des points aveugles du débat d'aujourd'hui, c'est comment personne dans la communauté internationale, parmi les États parrains de l'Égypte, qui font que l'Égypte est tenue à bout de bras hors de la misère, enfin de la misère, de la faillite et du chaos par un certain nombre d'États, comment personne ne fait pression sur l'Égypte en lui demandant d'ouvrir sa frontière aux 1,2 million de Gazaouis qui sont massés à Rafah et d'ouvrir cette frontière provisoirement en installant des zones préservées, précaires, mais le temps de l'opération militaire israélienne. Personne n'y songe, personne ne le dit, personne n'en fait reproche à l'Égypte. Même la Turquie, quand Bachar al-Assad bombardait les populations syriennes, même la Turquie a ouvert ses frontières et a accueilli 5 ou 600 000 réfugiés. L'Égypte, quand Kadhafi bombardait sa population, en 2011, ça je l'ai vécu, j'étais là, l'Égypte a ouvert ses frontières à la population libyenne. Il y a 1 million de Libyens qui ont passé la frontière et qui se sont installés dans la zone de Marsa Matruh et puis qui ensuite sont revenus en Libye. C'est la première fois, ces deux exemples me viennent là, la Turquie pour la Syrie et l'Égypte pour la Libye, mais il y en a d'autres. C'est la première fois qu'un pays voisin qui voit soi-disant ses frères, ses prétendus frères, en danger, qui a une frontière immédiate, qui a un désert inhabité où on peut fabriquer en 3 semaines avec l'aide d'une entreprise chinoise une ville de tente. Première fois qu'il ferme ses frontières, au prétexte que c'est un piège tendu par l'armée israélienne qui est en train de préparer une épuration ethnique qui n'est pas son nom et qui va rester pour l'éternité à Gaza. Tu parles. Le grand souci d'Israël, c'est justement de ne plus prendre la moindre responsabilité à Gaza d'aucune sorte. Donc voilà, donc c'est des choses comme celle-là, il faut les avoir en tête, il faut les dire et les répéter.
cette histoire égyptienne. J'en parlais à je ne sais plus quel interlocuteur hostile dans une autre chaîne de télévision, et j'ai vu en effet que ça a ébranlé. C'est tellement vrai. Voilà. Israël fait colonial, j'y consacre un chapitre, et même quand on sait, c'est pas mal de retrouver toutes les déclarations des uns et des autres après la déclaration Balfour. Tout le monde s'appuie sur la déclaration Balfour pour étayer cette théorie d'un Israël tête de pont de l'impérialisme occidental. C'est tellement le contraire. Le moindre lecteur de Joseph Kessel sait, les reportages de Kessel en 47-48 sur la naissance d'Israël, à quel point Israël s'est construit les armes à la main contre la vraie puissance impérialiste de l'époque, c'est-à-dire la puissance impérialiste anglo-saxonne, qui ne voulait pas d'Israël, ni l'Amérique d'ailleurs, qui ne voulait pas d'Israël, qui d'abord voulait que la Palestine demeure britannique, que quitte à ne pas être britannique, il valait mieux qu'elle reste arabe, pas palestinienne, ça n'existait pas. La Palestine, la nation palestinienne, ça je le rappelle et je le démontre en 4 pages, mais qui sont, je crois, implacables, la nation palestinienne, ça n'existe pas en 1948. Et d'ailleurs, le plan onusien de 1947 ne dit pas on va faire un État juif et un État palestinien. Il dit un État palestinien, ça ne veut rien dire. On dit un État arabe, vous savez tout ça. Donc, voilà, il faut essayer dans la bataille qui s'annonce et qui, à mon avis, sera longue. La guerre contre le Hamas ne sera plus très longue. Mais la bataille idéologique en France, aux États-Unis, dans le monde, pour renverser cette réprobation atroce dont Israël a logé, sera longue. Il faudra se souvenir des raisons pour lesquelles c'est une énormité historique de dire qu'Israël est un fait colonial. Il faudra se souvenir des raisons qui font que le mot même d'apartheid est une imbécilité qui devrait faire hurler toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté en France. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas à quel point... on parlait tout à l'heure des minorités moyennement intégrées. Et c'est vrai qu'en France, il y a de plus en plus un échec des difficultés et parfois un échec de l'intégration républicaine. Et en Angleterre aussi. Il y a une démocratie où l'intégration républicaine fonctionne. Il y en a une où il y a une minorité de 20% de la population musulmane, profondément antisioniste et qui bénéficie de 100% des droits citoyens et d'une égalité absolue avec ses concitoyens, c'est Israël. Israël, c'est le pays où l'intégration républicaine à la française ou de l'intégration démocratique à la britannique ou à l'américaine fonctionne le mieux. Je ne connais pas une démocratie où il y a une minorité de 20% qui aurait toutes les raisons d'être opposée au consensus national, qui aurait toutes les raisons d'avoir des fraternités conflictuelles, et où elle bénéficie de tous les droits civiques, mais tous. Alors après, il y a de la lutte des classes en Israël comme il y en a dans le monde entier. Il y a des gens riches, il y a des gens qui le sont moins, et c'est possible que parmi les gens qui sont moins riches, il y ait parfois un peu plus de telle minorité que d'autres, à laquelle les juifs séfarades récemment arrivés ne sont pas parmi les minorités non plus. Mais du point de vue des droits civiques, s'il y a un pays où il n'y a pas l'ombre d'un apartheid contre une minorité nombreuse et qui pourrait être perçue par des politiques paranoïaques comme une 5e colonne, c'est Israël. Voilà. Donc tout ça, il faut le rappeler. Tout ça, il faut s'en souvenir. Tout ça, il faut l'avoir présent à l'esprit. Voilà. Moi, c'est ça mon travail. Bonsoir. Deux petites questions très courtes et radicalement opposées. La première me fait frémir et d'y penser. Avant chaque génocide, on sait qu'il y a une phase préalable, plus ou moins longue, de déshumanisation de la population qui va être ensuite assassinée. Aujourd'hui, on assiste à une délégitimation, une déshumanisation d'Israël.
Est-ce qu'on peut imaginer le pire? Deuxième question radicalement opposée, nous sommes un peuple de l'espoir, c'est notre hymne. Et donc, vous connaissez l'expression Ganzeratoval, qu'elle mentionnait Elia Dupont. Qu'est-ce qu'il peut sortir de bon de toutes ces situations si noires aujourd'hui? Rien de bon ne sort jamais du mal. Ça, vraiment, je pourrais le démontrer philosophiquement et théologiquement, mais c'est pas le lieu de le faire. Rien de bon ne sort du mal. Je crois vraiment que le mal, c'est le mal, et qu'il n'y a pas de dialectique à l'œuvre dans le mal qui fasse que du bon puisse en sortir. En revanche, les forces de la raison et de la sagesse peuvent s'éveiller, peuvent contrarier les forces mortifères et nihilistes et peuvent l'emporter. Ça oui, mais ça ne sortira pas. Ce qui s'est passé là, franchement, le 7 octobre, et les horreurs de la guerre actuelle, moi qui me rendent malade, y compris lorsqu'il s'agit des populations civiles de Gaza, rien de bon ne sortira de ça. C'est du deuil sec, c'est de la perte d'humanité brute. En revanche, ce que l'on peut espérer, c'est que les Palestiniens comprennent enfin qu'on les a menés en bateau depuis 75 ans, qu'ils comprennent enfin que des bergers, des mauvais bergers, corrompus, mais surtout cyniques et cruels, leur ont vendu des mythes criminels. Ce que l'on peut espérer, c'est que le Hamas comme tel, mais aussi le Hamas élargi, soit vraiment détruit. Et détruit, ça ne veut pas dire seulement détruit militairement. Je vais dire une chose qui... ne mettez pas trop ça sur les réseaux sociaux, ça va encore moitié. Mais il importe que le Hamas soit non seulement vaincu, mais qu'il soit humilié, qu'il soit défait, qu'il capitule. Il faut que l'idole qu'il est en train peut-être de devenir dans certaines franges de l'opinion mondiale soit disqualifiée. C'est ça l'urgence. C'est ça qu'il faut. Il faut que ces forces-là, ces forces de mort, apparaissent très vite comme étant un mauvais rêve dans lequel des peuples somnambules ont marché et dont il faut se réveiller. L'histoire est un cauchemar, il faut se réveiller de ce cauchemar. Donc c'est ça, moi, mon espérance. C'est que, au bout de cette guerre atroce, il y ait cette espèce de choc de réalité. Voilà. Vous savez, il y a des cas. Lorsque je cite ce précédent-là, jusqu'en 1944, il y a 80%, 90, 70, j'en sais rien, de l'opinion allemande qui se sent exprimée et grandie par Hitler. Et puis en 1945, du jour au lendemain, il n'y a plus personne. Il y a quelques tarés qui partent au Paraguay, qui empruntent des filières, machin. Enfin, l'immense majorité de l'Allemagne se sent, comme le dit un grand président allemand qui s'appelait von Wiesacker, qui se dit la défaite de l'Allemagne est en vérité sa délivrance. La défaite de l'Allemagne, défaite militaire, c'est la délivrance de l'Allemagne. Du jour au lendemain. Enfin, après, il faut que Bert Hersfeld gifle le chancelier Kissinger. Après, il faut aller repérer quelques anciens nazis toujours infiltrés dans l'air. Il faut tout ça, bien sûr. Après, il faut aller regarder du côté de Staline, qui a recyclé en RDA quelques anciens nazis. Ok. Mais enfin, globalement, il y a eu une espèce de réveil brutal d'une Allemagne envoûtée qui devient en quelques années une démocratie assez exemplaire. On peut imaginer ça pour le peuple palestinien et les peuples voisins. On peut imaginer que ces foules qui crient Palestine, Palestine de la mer au Jourdain
se rendre compte que ce mot d'ordre il est non seulement criminel, mais qu'il est suicidaire. Ils peuvent se rendre compte que c'est un passeport pour la misère ad vitam aeternam, que c'est pas seulement que l'UNRWA est une agence de réfugiés de père en fils, mais que c'est le malheur qui est leur dynastie pour des générations et des générations. Donc c'est ça qu'il faut espérer. Il faut espérer une espèce de réforme intellectuelle et morale, de choc moral pour le peuple palestinien, qui comprenne enfin qu'il faut sortir de cette folie, qu'il n'y aura jamais de retour, que la clé de la maison qu'ils ont, certains, de 1947, ben voilà, ils peuvent la confier au musée de Ramallah. C'est comme ça, c'est la réalité. Donc il faut espérer cela. Il faut espérer un retour freudien au principe de réalité. Et moi je crois que ça se passera. Je crois que cela se passera. Je crois que si Israël tient bon, si nous tenons bon les amis d'Israël, juifs et non juifs, derrière Israël, si les dirigeants occidentaux reviennent sur ce moment d'égarement où ils semblent être aujourd'hui le côté on arrête d'armer Israël et on lui ordonne un cessez-le-feu, si on arrête avec tout ça, je pense qu'on verra le scénario que je viens de décrire. Mais il faut arrêter avec l'histoire du cessez-le-feu, ça c'est certain. Cessez-le-feu qu'on ne réclamait pas à Mossoul, qu'on ne réclamait pas en Afghanistan, qu'on ne réclamait pas en Allemagne en 1943. Le cessez-le-feu, autre qu'humanitaire et autre que pour les otages, ça veut dire une chose très simple, et ça je le dis alors, et je le démontre, mais pour vous c'est évident. Cessez-le-feu, ça veut dire qu'on donne au Hamas la médaille du champion absolu de la résistance. Ça veut dire qu'on donne au Hamas le leadership de tous les mouvements palestiniens présents et à venir. Ça veut dire qu'on fait du Hamas l'idole absolue du monde arabe. Et ça veut dire qu'on dit à tous les peuples du monde, ce que vous n'avez pas pu obtenir par la négociation, par la paix, par le dialogue, vous l'obtenez par le bourreau. Aujourd'hui, cesser le feu, trêve, ça veut dire ça. Ça veut dire une catastrophe, un cataclysme moral, non seulement pour Israël, non seulement pour la région, mais pour le monde. Et moi je prédis, dans mon petit livre, que si on entrait, parce que ça commençait déjà, l'histoire du cessez-le-feu, c'est dès le mois de décembre, dès le mois de novembre, que la communauté internationale cesse de demander au Hamas le retour inconditionnel des otages et commence à demander à Israël l'arrêt inconditionnel des combats. Ça date depuis novembre. Je dis que si ce thème-là venait à s'imposer, alors, pour tous les mouvements terroristes du monde, pour toutes les forces nihilistes, c'est un encouragement extraordinaire et on va vers une planète en plein chaos. Monsieur Lévy, s'il vous plaît, une question à droite. Vous avez dit au début que vous étiez insomniaque, alors pour paraphraser Israël Lamouvi qui disait le peuple juif est un peuple qui ne dort jamais, mais surtout qui ne laisse personne dormir. Donc déjà merci de ne laisser personne dormir, c'est une première chose. La première occurrence que j'ai comprise quand j'ai lu votre titre, la solitude d'Israël, ce n'est pas Israël la nation, c'est l'Israël du schéma Israël, c'est le Israël de Jacob, c'est nous, c'est la solitude du peuple juif. Et je crains que nous y soyons arrivés de manière dramatique. Vous avez raison. Évidemment que j'entends ce titre aux deux sens. D'abord, je l'entends au sens du Deutéronome aussi, peuple à part, un peuple incompté qui campe à part des nations. Je l'entends au sens du Midrash abrahamique que j'évoquais tout à l'heure, et je l'entends au sens de l'État d'Israël. Et bien sûr, c'est Israël dans l'esprit comme Israël dans les têtes. C'est ça la solitude. C'est ça l'état présent des choses. Et
Et c'est contre ça qu'il faut se battre, en sachant qu'on peut gagner la bataille. Parce que je le crois. Je crois qu'il y a... Je crois vraiment qu'aujourd'hui nous sommes seuls. Ça c'est sûr et certain. Quand il y a l'horreur des 7 humanitaires tués il y a 8 jours par un tir fautif, personne ne se souvient qu'il y a 3 ans et quelques, c'est-à-dire le 29 août 2021, il y a eu exactement la même chose, tout le monde a oublié, exactement la même chose en Afghanistan, après le départ des forces américaines de Kaboul, la même erreur. Un convoi de nuit, on croit qu'il y a des combattants dans le convoi, sauf que dans le cas du convoi d'ailleurs de World Central Kitchen, il y avait en effet des gunmen du Hamas. Ça, c'est une autre affaire qui avait sauté sur les camions. Et les Américains ont lancé un missile et ont tué 10 civils, dont 7 enfants. Donc, en effet, une tragédie comme celle-là, Israël est mis au banc des accusés, Israël a commis un crime sans précédent dans l'histoire, alors que je viens de vous en citer un, l'Amérique, dans cette ville à 200 km de Kaboul, mais je pourrais vous en citer 10. L'histoire atroce, le tissu de mensonges de l'article du Guardian de la semaine dernière, racontant comment Israël mènerait sa guerre par algorithme, en faisant usage d'intelligence artificielle et en maximisant les victimes civiles, alors que je sais, moi, et je démontre dans le livre que c'est l'inverse, que c'est probablement la guerre de cette sorte où l'on a fait le plus d'efforts pour minimiser le nombre de victimes civiles, même si chaque victime civile est une horreur, et où on y a réussi. Bon. Donc bien sûr qu'il y a une mise en procès générale d'Israël et de ceux qui le soutiennent. Mais je crois que la bataille de la vérité, elle peut être gagnée. Je crois que nous avons des alliés, il y a des gens raisonnables, il y a des gens qui peuvent tout de même comprendre, y compris dans le monde musulman. J'étais il y a quelques jours dans une capitale régionale d'un pays arabe, auprès d'amis kurdes. C'est des musulmans kurdes. Ils ne sont pas arabes, ils sont musulmans. Les Kurdes sont des alliés aujourd'hui du peuple juif et des alliés du peuple d'Israël. Et ils savent qu'ils ont l'intelligence des peuples persécutés et ils savent quelles sont les mains qui sont à l'œuvre derrière tout ce cauchemar. Donc, bien sûr, solitude d'Israël, Jacob, mais bien sûr, à cette solitude, il ne faut pas se résoudre. Et je pense que nous pouvons en triompher. En tout cas, je ne serai pas là ce soir. Je n'aurais pas écrit ce livre. Je ne prendrai pas le risque intellectuel et moral que cela représente. J'en prends plein la tête depuis quelques semaines, comme vous le savez peut-être. Si je n'ai pas le goût du martyr, moi, ni le goût d'être victime. Moi, je ne suis pas une victime. Je suis un gagnant. J'accepte de prendre des coups parce que je sais que je peux gagner, d'abord, avec ce livre, et que nous pouvons gagner tous ensemble. Et vraiment, j'en suis convaincu. Oui, parce qu'il paraît que je me ferai un plaisir de signer mon livre, mais que je dois partir à 7h10, je crois, ou 7h15. Voilà. Alors, quand on parle de solitude, vous avez parlé de solitude, notre espoir est peut-être que cette solitude repose sur l'inculture, la non-connaissance de l'histoire. Alors, que penser de ces lieux de savoir et de culture que sont les universités et de ce qui s'y passe actuellement? Comment rester optimiste sur l'avenir? Écoutez, je reste optimiste parce que il y a deux choses. D'abord, la barbarie, malheureusement, elle n'est pas toujours fille de l'ignorance. Elle peut faire bon ménage avec le savoir. Et la barbarie, elle est construite. Les hitlériens avaient une idéologie, ils avaient des concepts,
Ils avaient une vision du monde. La Russie de Poutine, c'est pas juste les caprices d'un homme qui aurait soi-disant le bouton sur l'arme nucléaire. C'est une idéologie. Elle est construite. Il y a des savants, il y a des idéologues, il y a des linguistes qui ont réfléchi à l'histoire des langues slaves. Il y a de la pensée. J'ai discuté il y a quelques années à Amsterdam avec l'idéologue en chef de Poutine qui s'appelle Alexandre Douguine, et c'était un sale type, mais c'était un vrai intellectuel. Et sa haine de l'Europe, sa haine des Juifs, son amour de l'islam, par parenthèse, tout ça était fondé sur des lectures savantes. L'antisémitisme d'aujourd'hui, la haine de l'être juif, qui est en train de se reconstruire et que l'on a vu triompher dans les rues de Londres et tenter de triompher dans les villes de France. Cette haine du juif, ces manifestations de joie, parce que c'est une des choses qui m'a été reprochée dans ce livre, mais que je crois vrai, c'est que les manifestations qui ont eu lieu dans les jours qui ont suivi le 7 octobre, c'était des manifestations de joie. C'était des manifestations d'approbation dans les manifestations autorisées à Londres et dans les manifestations interdites en France, qui se réjouissaient d'avoir vu des Juives et des Juifs traités à Be'eri, à Sderot, à Kfar Aza, comme ils l'ont été traités. Donc ces manifestations de joie, c'est pas juste des instincts de sauvagerie. Et d'ailleurs, j'ai pas aimé ce responsable israélien qui a dit que tout ça, c'était une sorte de bêtes sauvages. C'est pas vrai. D'abord, on n'a jamais intérêt à animaliser l'adversaire, mais surtout, c'est pas vrai. Tout ça peut être nourri et peut être savoir les plus éminents. N'oubliez jamais que les artisans du génocide cambodgien ont tous été formés à la Sorbonne et à l'école normale supérieure, Pol Pot et les autres. Ils ont été formés par la pensée, par les premiers écrits de Jacques Lacan et de quelques autres très grands penseurs français. Donc, c'est pas surprenant. Il faut pas tomber de l'armoire quand on voit Madame Judith Butler venir faire cours, être invitée à Normal Sup pour expliquer que le Hamas est un mouvement de résistance, que le 7 octobre est un jour de gloire, et que même si certaines méthodes adoptées ce jour-là n'ont pas son assentiment, cela s'inscrit dans la longue histoire d'une lutte, une lutte difficile, mais un jour triomphante. Il ne faut pas s'étonner qu'elle aille faire ça à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. C'est dans l'ordre. Par contre, il ne faut pas s'étonner non plus quand vous avez des anciens élèves de la même école normale supérieure de la rue d'Ulm, dont votre serviteur, qui usent de leurs petits moyens pour faire en sorte que la conférence en question soit annulée. Ou en tout cas, il y en avait 3, qu'après la tenue de la première, les 2 suivantes soient interdites. Et elles l'ont été. Donc, il y a une bataille à mener dans les lieux d'excellence et de savoir. Il y a une bataille à mener à Sciences Po. Il y a une bataille à mener dans les universités américaines. J'étais récemment, je le raconte dans le livre, dans un grand campus américain à San Francisco, devant une foule plus nombreuse peut-être que ce soir. Et au milieu de ma conférence, il y a 150 jeunes gens qui se sont levés comme un seul homme. Truc préparé, pour hurler Palestine vaincra, From Jordan to the Sea, et ainsi de suite. Et pour empêcher ma conférence. Elle s'est tenue. J'ai persisté. J'ai pris le micro, je ne l'ai pas lâché, j'ai parlé plus fort qu'eux. Ça a pris du temps. On a négocié des temps de parole réciproques. Je leur ai concédé 5 minutes. Et puis, les 600 personnes qui venaient là juste pour essayer d'apprendre, il me semble que certains d'entre eux, peut-être la plupart, ont été convaincus. Bref, là encore, combativité, espérance, la partie, et je vous le dis de tout mon cœur, la partie est très loin d'être perdue. Voilà. Allez, à bientôt.
Mes amis, vous avez été très sages, très attentifs. Je partage le point de vue de Bernard. La partie sera longue, difficile, mais on va la gagner. Et c'est surtout avec l'intelligence, avec la détermination, et d'ailleurs le fait que tu aies le même âge que l'État d'Israël, désolé, en dit long sur le fait qu'on gagnera. Je veux remercier ici, vous êtes debout, mais c'est important aussi. Je veux remercier tous ceux qui ont travaillé pour l'organisation de cet événement, et en particulier Salomon, qui est par là, Jean-Luc Halimi, tous les bénévoles, mais eux deux en particulier. Vous savez, c'est très long à organiser des événements comme celui-là. Je veux de tout mon cœur les remercier. Et puis, je veux évidemment remercier Bernard. Restons sur cette note positive de Bernard-Henri Lévy. La bataille, on la gagnera. On va la mener tous unis, tous ensemble. Et rejoignez le 3e étage pour ceux qui veulent manger à l'israélienne. En attendant, sur votre droite, vous pouvez récupérer le livre de Bernard. Il vous le signera avec plaisir. Merci. Allez, c'est sur la droite. Allez là-bas. Bernard, tu peux y aller. Et merci à monsieur le préfet de région d'être resté avec nous ce soir. Je crois que c'est avec les interdictions dès le début des manifestations qui a eu lieu à Toulouse qu'on a pu éviter Londres. Donc merci infiniment à monsieur le préfet.